Une explosion survient à bord d'un avion à 10 000 mètres d'altitude. A bomb has exploded on board. Bravo. Oscar, Mike, bravo. L'explosion fait une victime et endommage lourdement l'appareil. Près de 300 vies dépendent de l'équipage. Cet attentat met en branle une chasse à l'homme internationale. Mais entre-temps, le suspect planifie une autre attaque. We are in an emergency. Le soleil s'apprête à se lever en ce 11 décembre 1994. Alors que les 1,5 million d'habitants de Manille dorment paisiblement, Arnaldo Forlani, 26 ans, débute sa journée. Forlani n'est pas son vrai nom. Sa fausse identité lui permettra d'accomplir sa mission. L'homme de nationalité pakistanaise et non italienne examine méticuleusement sa plus récente invention. Dans son domaine, aucune erreur n'est permise. Il fabrique des engins explosifs. Il emballe prudemment sa bombe. Il se présente à l'aéroport pour son vol de 5 heures avec la ligne aérienne Philippine Airlines. Avant de monter à bord, il doit déjouer les procédures de sécurité de l'aéroport. Les détecteurs de métal et les machines à rayons X ne décèleront pas la bombe. Du moins, il l'espère. Il a acheté son billet sous le nom d'Arnaldo Forlani. Étant un faussaire accompli, il s'est muni d'un passeport italien. Si on le démasque, ceci mettra fin à sa carrière de terroriste international. Il déjoue aisément la sécurité de l'aéroport et monte à bord de l'appareil de Philippine Airlines. Le vol 434 doit se rendre à Tokyo. Il fera escale à Cebu, à près de 500 km au sud de Manille. Arnaldo Forlani n'ira pas plus loin que ce centre touristique philippin. That's 10,000 feet, and weather's still looking clear. Thanks, Dex. I'm engaging autopilot. Good morning, ladies and gentlemen. This is Captain Ed Reyes speaking. Welcome aboard Flight 434, flying south from Manila to Cebu and continuing onward to Narita Airport, Tokyo. Le commandant de bord, Ed Reyes, un ex-pilote des forces aériennes, travaille pour Philippine Airlines depuis 9 ans. Comme d'habitude, l'avion est presque vide. Les passagers s'éparpillent dans la cabine. Une fois dans les airs, le terroriste peut s'installer à l'avant de l'appareil. Il choisit le siège 26K, situé au-dessus du réservoir d'essence dans certains Boeing 747. L'agente de bord, Maria de la Cruz, assure le service aux passagers. Elle travaille à bord des vols intérieurs de Philippine Airlines depuis 1 an. Can I get you some juice or coffee? Juice, please. Le terroriste doit maintenant assembler sa bombe dans les toilettes. Il suffit de quelques minutes pour amorcer une bombe, mais cela exige une grande concentration.
Il ne reste plus qu'à démarrer la minuterie. La bombe explosera dans 4 heures, bien après que le terroriste ait quitté l'avion. Il dissimule la bombe dans le compartiment de gilet de sauvetage sous son siège. Puis, il s'installe à l'avant de l'appareil. Maria de la Cruz constate que le passager s'est de nouveau déplacé sans manger son petit déjeuner. Le reste du vol se déroule comme prévu. Le vol 434 s'apprête à atterrir à Cebu, où plusieurs passagers l'attendent pour se rendre à Tokyo. Cabin crew, prepare for landing. Cabin doors to automatic. L'avion atterrit à Cebu à 6h50. Plusieurs passagers de Manille quittent l'appareil, dont le terroriste qui voyage sous le nom d'Arnaldo Forlani. Bye-bye. Thank you. Maria de la Cruz quitte l'avion à son tour. Une nouvelle équipe la remplacera pour le vol d'une durée de 4h30 en direction de Tokyo. « 256 nouveaux passagers prennent place à bord du Boeing 747 en provenance de Manille. Plusieurs d'entre eux sont japonais, dont Haruki Ikegami, 24 ans, un réparateur de machines à coudre. Il a hâte de rentrer à Tokyo après son premier voyage outre-mer. La congestion à l'aéroport retarde le départ de 38 minutes. Mais la minuterie de la bombe sous le siège 26K poursuit son décompte. Fernando Bayo est le commissaire de bord. Le vol durera 4h30. Le vol 434 décolle à 8h38. Le copilote Jaime Herrera et le mécanicien de bord Dexter Comandador épaulent le commandant de bord Ed Reyes. Ed Reyes et Dexter Comandador sont des ex-pilotes des forces aériennes. Haruki Ikegami est installé dans le siège 26K, libéré par le terroriste à son arrivée à Cebu. Plusieurs passagers, dont Keisuke Aoki et Masaharu Mochizuki, sont des collègues de travail participant à un voyage organisé par une agence japonaise. Dans les airs, tout me semblait normal. On volait à 10 000 mètres d'altitude. J'ai lu un magazine, puis on m'a servi mon repas. Après ça, je me suis endormi. Yukihiko Usui, 31 ans, a passé une nuit blanche. Après le petit déjeuner, il compte faire la sieste. Il est installé dans la rangée 27 derrière la bombe à retardement abandonnée 4 heures plus tôt par un terroriste. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. It's a beautiful day in Tokyo, sunny and 26 degrees. I expect we'll be landing at Narita Airport in 2 hours' time. 2 heures après le décollage, le vol 434 de Philippine Airlines survole l'île de Minami Daito, au sud du Japon. Pour alléger sa tâche, l'équipage utilise le pilote automatique tout au long du vol. Ceci lui permet de garder le cap sur Tokyo tout en maintenant son altitude de 10 000 mètres.
Pardonnez-moi, Seigneur. Ça a été ma première pensée. Pardonnez-moi, Seigneur. Je vais mourir. Puis, je me suis ressaisi. Oh, I've lost control. I have control. Dex, check the pressurization loss. Be prepared. Le pilote automatique redresse immédiatement l'appareil, mais les effets de l'explosion commencent à se faire sentir. Un énorme bruit m'a réveillé. J'ai senti la pression dilater l'appareil. J'ai vu de la fumée et des débris tomber comme de la poudre. Ladies and gentlemen, please stay in your seat. Les blessés tentaient de s'éloigner du lieu de l'explosion. Je me suis levé. Plusieurs personnes autour de moi saignaient abondamment. Je croyais mourir. Stay in your seat, please. Les agents de bord doivent empêcher les passagers de quitter leur siège. Yukihiko Usui est assis dans la rangée 27. Il souffre de graves blessures aux jambes. L'agent de bord Fernando Bayo le retire de son siège. Get me some blanket here. Please sit down and fasten your seatbelt. Fernando Bayo se dirige vers Haruki Ikegami, coincé dans un trou béant où se trouvait jadis le siège 26K. J'ai vu un homme. Il était coincé dans un trou et tenait sa tête entre ses deux mains. J'ai tenté de l'aider. Fernando Bayo le libère du trou, puis constate qu'il souffre de graves blessures. Haruki Ikegami rend l'âme quelques minutes plus tard. Le personnel navigant veut éviter de semer la panique parmi les passagers. Une agente de bord prétend donner les premiers soins à Haruki Ikegami, tandis que Fernando Bayo appelle le commandant de bord. Oh, Captain. Okay. Keep the passengers calm. Make sure they stay in their seats. There's been an explosion in row 26. One dead and several injured, and the cabin's full of smoke. There's a hole in the floor. Go inspect the damage, Dex. Yes, sir. Le trou dans le plancher inquiète le commandant. Si le revêtement de l'appareil est percé, la décompression soudaine de la cabine nécessitera une descente d'urgence. Il y avait un trou béant près de la jambe de bord. Une seule déchirure ou un petit trou dans le revêtement de l'avion aurait pu s'élargir et aspirer tout le monde hors de l'appareil. Heureusement, j'ai constaté que le revêtement n'avait subi aucun dommage. J'en ai informé le commandant et nous avons tenu pour acquis que le circuit de pressurisation tiendrait le coup. Immédiatement après l'explosion, le volant du copilote tourne abruptement vers la droite et fait dévier l'appareil. Le pilote automatique corrige rapidement la dérivation, mais le commandant Reyes constate que la secousse a endommagé le système de conduite du pilote automatique. J'ai essayé de changer de direction avec le pilote automatique, mais je n'y arrivais pas. Peu importe si j'essayais de monter, descendre, aller à droite ou à gauche, plus rien ne fonctionnait. On éprouvait de sérieux ennuis. Et les ennuis ne font que commencer. Le passager de la rangée 27 est grièvement blessé. Des soins médicaux sont nécessaires. L'avion est encore à 2h30 de Tokyo. Ed Reyes décide d'atterrir à l'aéroport de Naha sur l'île japonaise d'Okinawa, à 70 km à l'ouest. Il ordonne au copilote de lancer un appel de détresse. Yes, sir. Naha, PAL 434, heavy declaring emergency. Explosion on board. We have casualties. Request emergency landing at Naha. We will need full emergency Le services. contrôleur aérien japonais ne comprend pas la gravité de la situation. Naha, Naha, Naha. This is Philippine Airlines 434, flight level 330. A bomb has exploded on board. Bravo, Oscar, Mike, Bravo. Bomb explosion. Request emergency landing at Naha. Sur le coup, personne n'a répondu.
Puis un autre contrôleur, un Américain, nous a dit « OK, vol 434, je prends la relève. » Le contrôleur qui contacte l'équipage travaille sur une base américaine de l'île d'Okinawa. Il nous a dit à gauche. J'ai crié « On ne peut pas tourner. On va vous prévenir lorsque l'on se dirigera vers Naha. Nos commandes de vol fonctionnent mal. » Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We will be making an early landing at Naha Airport in Okinawa. We'll be landing as soon as possible, so please remain in your seat with your seatbelt fastened. Mais comment atterriront-ils? Les commandes de vol du pilote automatique sont inutilisables. Le vol 434 dépasse l'île d'Okinawa. Le commandant Reyes doit maîtriser l'appareil pour atterrir en toute sécurité. Mais s'il éteint le pilote automatique, il risque de perdre le peu de maîtrise qui lui reste. Laissons le voyant ceinture de sécurité allumé. En éteignant le pilote automatique, on risque de perdre la maîtrise. Tenez-vous prêt. Puisque le pilote automatique ne réagissait pas à mes commandes, je craignais qu'en l'éteignant, l'appareil vire sur l'aile et que l'on soit incapable de le maîtriser. À 3, j'éteindrai le pilote automatique. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Rien ne s'est produit. Nous étions très soulagés. Les commandes m'empêchent encore de tourner. Je crois que l'explosion a endommagé les ailerons. Dexter, que recommande le manuel si les ailerons sont coincés? Le manuel de référence rapide, le QRH, est la Bible des pilotes. C'est l'index des procédures à suivre en cas d'urgence. Commande de vol coincée. Les deux pilotes doivent actionner les commandes de toute leur force. D'accord. Allons-y. Le commandant Reyes tente d'activer les ailerons de toutes ses forces. Situés sur les ailes, ces panneaux permettent à l'appareil de tourner. Mais depuis l'explosion, l'appareil ne vole qu'en ligne droite. Les ailerons refusent de tourner. Je ne peux pas changer de cap. OK. Démarrons le pilote automatique et trouvons une autre solution. L'atterrissage prend plus de temps que prévu. On nous avait dit qu'on atterrirait dans 20 minutes. Mais nous sommes restés dans les airs pendant 1 heure. C'était terrifiant. Les passagers ont survécu à l'attentat, mais ils redoutent maintenant l'atterrissage à l'aéroport de Naha. En attendant d'atterrir, j'ai rédigé mon testament. Je l'ai adressé à mon fils, en lui disant d'être courageux. Le vol 434 dépassera bientôt l'île d'Okinawa. Le commandant Reyes conçoit un autre plan. Il faut tourner. Essayons l'entraînement différentiel. Débrayez les automanettes 3 et 4. Le commandant Reyes augmente la poussée des moteurs gauche de l'appareil et réduit celle des moteurs droits. L'appareil tourne lentement vers la droite. Le pilote ralentit pour effectuer un virage plus serré. Grâce aux instructions du contrôleur aérien, il espère s'aligner sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Naha. Pendant la descente, j'ai essayé les commandes de vol. Elles semblaient réagir. Les gouvernes de profondeur fonctionnent. Les gouvernes de profondeur permettent à l'avion de monter et de descendre. 250 nœuds, volet 1. Pour atterrir en toute sécurité, le commandant Reyes doit manier les gouvernes de profondeur et de direction. Plus il approche de l'aéroport, plus il ralentit. Volet 10. Les volets 10 sont en place. Vitesse de 225 nœuds. On tourne. Si nous allégeons l'appareil, nous pourrons mieux maîtriser notre vitesse. Larguons d'essence. D'accord. Ed Reyes ordonne aux mécaniciens de bord de larguer 36 tonnes d'essence. Si l'appareil est plus léger, le train d'atterrissage et les freins supporteront mieux l'impact au sol. En s'approchant de l'aéroport, le commandant Reyes craint que la bombe ait causé des dommages non apparents. Je ne sais pas si le train d'atterrissage tiendra le coup. Bouclez vos ceintures. Je vais aviser le commissaire de bord. Il a expliqué au commissaire de bord que le train d'atterrissage risquait de céder.
et qu'il devait être prêt à évacuer l'appareil. Nous n'étions plus responsables de notre destin. Nous n'y pouvions plus rien. Je vois la piste. Ed Reyes maîtrise à peine les commandes de vol. Il s'agit de l'atterrissage le plus dangereux de sa carrière. Alors que le vol 434 en provenance de Manille se trouvait à 10 000 mètres au-dessus de l'océan Pacifique, une bombe a neutralisé les commandes de vol de l'appareil. Le Boeing 747 entame sa descente. Le destin des 273 passagers dépend du commandant Ed Reyes. Nous avions tous très peur. J'en suis convaincu. Abaisse le train. Le train d'atterrissage se déploie en quelques secondes, mais ça m'a semblé interminable. On attendait que le voyant vert s'allume. C'était interminable. C'était interminable. Le voyant vert s'est finalement allumé. 3 vers, monsieur. Je vais atterrir sans le pilote automatique. Dexter, observe le taux de descente, l'altitude et la vitesse. Volet 30. 150 mètres, comme prévu. Volet 30. À mon signal, actionne la manette de la gouverne. 60 mètres, un peu plus à gauche. Pousse. 30 mètres. 15. 9. Ça y est. Tire! Puis il a crié « Tire !» Oui, j'ai crié « Tire !» J'ai verrouillé toutes les manettes de poussée. Je voulais absolument rester au sol. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We'd like to thank you for your cooperation and your patience. The emergency crews are on their way. We'll try and get you out of here as soon as possible. Thank you. Le Boeing 747 de Philippine Airlines est maintenant un lieu de crime relevant des autorités japonaises. Le service de police d'Okinawa tente d'élucider l'affaire en enquêtant tout d'abord sur le passager du siège 26K. Le pathologiste judiciaire découvre 94 fragments du siège enfoncés dans les fesses de Haruki Ikegami. L'homme a subi de sérieuses blessures internes et a perdu beaucoup de sang, mais les effets de l'explosion auraient pu être encore pires. Une explosion latérale aurait causé un énorme trou dans l'avion et aurait entraîné la décompression de la cabine. Le fait que l'explosion ait été verticale nous a sauvé la vie, mais on ne doit jamais oublier la victime. Sa mort nous a épargnés. Haruki Ikegami a absorbé le plus gros de l'impact. Mais l'explosion a aussi endommagé les câbles de métal qui contrôlent les gouvernes de profondeur et de direction. Elle a aussi sectionné le câble de l'aileron droit du copilote. L'aileron, un panneau sur l'aile, permet à l'avion de tourner. La force de l'explosion a créé un trou dans le plancher, ce qui aurait pu causer un incendie dans le réservoir d'essence central. Heureusement, le siège 26K ne se trouvait pas au-dessus du réservoir d'essence comme l'avait probablement supposé le terroriste. Par chance, nous étions à bord d'un Boeing 747 version SAS. Dans cet appareil, le siège 26K se trouve 2 rangées devant le réservoir d'essence central. Les enquêteurs en médecine légale d'Okinawa recueillent immédiatement les preuves sur les lieux du crime.
Il commence par les débris les plus volumineux pour terminer avec les plus petites pièces qu'il ramasse à l'aide d'un aspirateur. Les enquêteurs japonais ne peuvent identifier le détonateur ni retrouver des traces d'explosifs. Mais en isolant les pièces de métal et de plastique et les fils qui ne proviennent pas de l'appareil, ils parviennent à rassembler les éléments de la bombe. Un des enquêteurs parvient à identifier la minuterie de la bombe. Il reconstitue une montre à l'aide de plusieurs fragments brûlés. Les enquêteurs constatent aussi que l'une des piles de 9 volts de la bombe n'est vendue qu'aux Philippines. Le terroriste y est-il basé? Sonny Rayzon, chef adjoint de la police nationale des Philippines, mène l'enquête. Vers la fin de 1994, divers services de renseignement nous avaient déjà avisé que des terroristes du Moyen-Orient œuvraient aux Philippines. Le soir du 6 janvier 1995, près de 4 semaines après l'explosion à bord du vol 434, les policiers philippins découvrent un indice important. L'explosion d'une bombe à bord du vol 434 de Philippine Airlines tue un passager. L'incident mène à une chasse à l'homme internationale. Les policiers doivent capturer le terroriste avant qu'il ne récidive. Le suspect est de retour à Manille, où il a transformé un petit appartement en atelier. Avec l'aide d'un ami, il y fabrique un nouvel engin explosif. Mais les terroristes ratent une manipulation de produits chimiques. Une fumée âcre s'échappe de l'appartement. Le portier de l'immeuble s'informe de la situation. Hey, what's going on? Sorry. We're playing with some fireworks, but it's okay. We put them out and we have all the windows open inside and we keep the door closed. It will be fine, okay? You all open the door. No, if we open the door, the smoke comes in the hallway. You keep it closed to go out the window, okay? It's okay. It's okay. Ils décident d'attendre à l'extérieur de l'immeuble jusqu'à ce que la fumée se dissipe. Mais leur histoire de feu d'artifice ne convainc pas le portier. Il appelle les pompiers et le service de police. À l'arrivée des pompiers, la fumée s'est déjà dissipée. Ils quittent les lieux après quelques minutes. Le terroriste réalise qu'il a oublié son ordinateur portable dans l'appartement. Il ordonne à son complice d'aller le chercher. Il était trop intelligent pour remettre les pieds dans l'appartement. Ça aurait été beaucoup trop risqué. Les autorités l'auraient capturé. Ses craintes sont fondées. Dès que l'enquêteuse Aïda Fariskal apprend que les deux hommes sont pakistanais, elle insiste pour examiner l'appartement. Les policiers de Manille sont sur le qui-vive. Ils se préparent pour l'arrivée du pape dans quelques jours. Ce que Aïda Fariskal découvre confirme ses soupçons sur les deux hommes. Le tir distrait le complice qui trébuche sur les branches d'un palmier. Le policier n'a pas ses menottes. Le portier lie les mains du suspect avec le cordon de son blouson. Entre-temps, le terroriste disparaît. Sonny Rayzon est l'un des premiers officiers supérieurs à se présenter à l'appartement. L'incident dans l'immeuble Don Josefa nous a ouvert les yeux. Il nous a confirmé que les membres d'Al-Qaïda étaient bel et bien installés aux Philippines.
La police nationale des Philippines saisit l'ampleur de la situation. Elle appelle immédiatement Interpol, Scotland Yard et le FBI. L'incident attire l'attention de l'agent spécial du FBI, Frank Pellegrino, membre du groupe d'action nationale contre le terrorisme, le JTTF à New York. Celui-ci traque Ramzi Youssef depuis 2 ans. L'a-t-il enfin retrouvé? Ramzi Youssef était l'un des terroristes les plus recherchés par le FBI depuis 1993. La police nationale des Philippines fouille l'appartement et découvre des preuves reliant Ramzi Youssef à l'attaque à la bombe sur le vol 434 de Philippine Airlines. Les similarités entre les montres retrouvées dans l'appartement et celles dans l'avion étaient flagrantes. On a pu identifier toutes les pièces et déterminer qu'il s'agissait d'une montre Casio. C'était un moment marquant de notre enquête. Ramzi Youssef est un faussaire talentueux. Les enquêteurs découvrent plusieurs pièces d'identité avec divers noms et photos. Sur chacune d'entre elles, il a pris soin de changer quelque peu son apparence. L'une des pièces d'identité intéresse particulièrement les enquêteurs. Ramzi Youssef nous narguait. La date d'émission de l'une des cartes était la même que celle de l'attentat à la bombe au World Trade Center, survenu en 1993. C'était la preuve qu'il s'agissait de son appartement. Les 2 hommes connaissaient bien les produits chimiques. Leur dictionnaire était usé et plusieurs passages y étaient surlignés. Ils l'utilisaient fréquemment et il contenait plusieurs notes manuscrites. On y a trouvé, je dirais, une centaine d'empreintes digitales appartenant à Ramzi Youssef. Ils étaient aussi experts en électronique. La minuterie était dissimulée à l'intérieur d'une montre Casio. La qualité de ce mécanisme nous inquiétait énormément. L'identification de l'auteur de l'attaque à la bombe du vol 434 et la découverte de cet atelier clandestin préoccupent les autorités responsables de la sécurité des passagers. Ramzi Youssef est un terroriste chevronné qui sait comment déjouer les systèmes de sécurité des aéroports. Malgré leur petite taille, ces bombes peuvent tuer des centaines de passagers. Aux grandes dames des autorités, Ramzi Youssef est toujours en liberté. Le FBI a réussi à relier Ramzi Youssef à l'attentat à la bombe du vol 434 de Philippine Airlines. Grâce à l'agent de voyage qui lui a vendu son billet d'avion, les enquêteurs sont maintenant certains qu'Arnaldo Forlani et Ramzi Youssef sont une seule et même personne. Ramzi Youssef n'est que l'un des nombreux noms d'emprunt utilisés par l'homme le plus recherché du FBI, suite à une attaque terroriste aux États-Unis survenue 2 ans plus tôt. En septembre 92, Youssef s'est rendu à New York pour participer à une attaque terroriste d'envergure. À son arrivée à l'aéroport Kennedy, il présente un faux passeport irakien et demande l'asile politique sous prétexte de vouloir échapper au régime de Saddam Hussein. Sa ruse fonctionne et les autorités le laissent entrer au pays. 5 mois plus tard, le 26 février 93, une bombe artisanale explose dans le garage souterrain du World Trade Center. L'attentat fait 6 morts et des centaines de blessés et cause des dégâts évalués à 500 millions de dollars. Le soir même, Ramzi Youssef s'envole vers le Pakistan pour retrouver sa jeune épouse et sa fille. Ramzi Youssef était très ambitieux. Un attentat réussi ne suffisait pas. Plus d'1 an et demi après l'attentat du World Trade Center, Ramzi Youssef s'installe à Manille pour peaufiner son attaque à la bombe du vol de Philippine Airlines. Selon Sonny Rayson, la vie à Manille lui va comme un gant. Ramzi Youssef profitait de la vie. Il aimait les jolies femmes et avait plusieurs copines. Il fréquentait les boîtes de nuit et buvait beaucoup. Au fond, les terroristes ressemblent beaucoup aux gens ordinaires, vous savez.
Après l'explosion à bord du vol 434, Ramzi Youssef demande à son ami Hakim Mourad de lui prêter main-forte à Manille. Les policiers arrêtent ce dernier le 6 janvier 1995, 2 semaines après son arrivée au pays. Ils l'emmènent au quartier général de la police nationale des Philippines. Mourad subira un interrogatoire de 67 jours avant de dévoiler comment Youssef a posé la bombe. Hakim Mourad était un homme fort et déterminé. Il a mis beaucoup de temps avant de répondre aux questions de nos enquêteurs. Ce n'est que lorsqu'on lui a transmis les nouveaux indices du FBI qu'il a enfin dénoncé son complice. Les enquêteurs ont découvert de minuscules traces de produits chimiques à bord de l'appareil de Philippine Airlines. Mourad admet que Youssef a utilisé de la nitroglycérine liquide qu'il a stabilisée puis versée dans une bouteille de solution pour verre de contact. Selon Mourad, Youssef aurait dissimulé les pièces électroniques de sa bombe dans le talon de ses chaussures puisque la plupart des systèmes de sécurité des aéroports décèlent seulement le métal qui se trouve au-dessus des chevilles. Ramzi Youssef devait être un homme calme. Son attitude envers les explosifs était plutôt désinvolte. Seul un fou oserait apporter une bouteille de nitroglycérine à bord d'un avion. Mourad a aussi expliqué aux enquêteurs comment Youssef a assemblé sa bombe à bord de l'avion. Can I get you some juice or coffee? Juice, please. Ramzi Youssef peut assembler sa bombe facilement et rapidement. La minuterie est une montre ordinaire. L'alarme de la montre transmet un courant électrique au détonateur dans la bouteille. Deux piles de 9 volts envoient le courant au filament d'une ampoule. Ceci met le feu au coton poudre et fait exploser la nitroglycérine. Ramzi Youssef peut brancher tous les fils en quelques secondes grâce à des prises quasi invisibles à l'intérieur de la montre. Après avoir assemblé la bombe, il règle la minuterie afin que la bombe explose 4 heures plus tard lorsque l'avion survolera l'océan Pacifique. Il place la bombe dans le compartiment pour gilet de sauvetage sous son siège. Il y a peu de chances que l'équipage inspecte cet endroit pendant l'escale à Cebu. Il quitte l'appareil peu après et disparaît. Quatre heures plus tard, la bombe sous le siège 26K explose. Les lignes aériennes devront dorénavant faire face à un nouveau genre de terrorisme. Le témoignage de Hakim Mourad confirme les soupçons de Frank Pellegrino. L'enquêteur s'attendait à ce genre d'attentat de la part de Youssef, mais il est tout de même secoué par les révélations de son complice. Le vol 434 n'était qu'un test. Ramzi Youssef planifie une attaque terroriste qui tuera des milliers de passagers des lignes aériennes américaines. Le terroriste Ramzi Youssef a déjà fait exploser une bombe à bord d'un avion. Le FBI vient d'apprendre qu'il planifie des attentats similaires à bord d'autres appareils. Les autorités sont incapables de lui mettre la main au collet. Les enquêteurs du FBI découvrent ses plans méticuleux dans son ordinateur portable, celui que son complice n'a jamais pu récupérer.
On a découvert un dossier qui détaillait une attaque terroriste. 5 individus dont on ignore l'identité devaient dissimuler des bombes à bord de 11 avions avant de retourner chez eux. Ils espéraient faire exploser toutes les bombes pendant une période de 6 heures. Une seule explosion aurait été catastrophique. Même si leur plan ne réussissait qu'à moitié, ils auraient paralysé l'industrie aérienne pendant un très long moment. Selon les données recueillies dans l'ordinateur, les autorités ont déjoué Youssef juste à temps. Le plan surnommé Bojinka est de faire exploser 11 avions américains et de tuer 4000 passagers. Les attentats doivent se produire moins de 2 semaines après la découverte de son atelier à Manille. Mais lorsque Frank Pellegrino et son équipe du FBI arrivent à Manille, Ramzi Youssef a disparu depuis longtemps. On avait raté une belle occasion, mais dans la plupart de ces cas, une chose se produit. Le fugitif retourne chez lui. Au fond, nous sommes tous pareils. Nos racines nous importent énormément. Notre enquête nous a donc menés au Pakistan. Le FBI monte une campagne publicitaire au Pakistan. Il offre 2 millions de dollars pour toute information menant à la capture de Ramzi Youssef. La stratégie fonctionne. Sa nouvelle recrue pour son prochain attentat le dénonce. L'escouade tactique pakistanaise se rend à sa chambre d'hôtel d'Islamabad juste avant que le terroriste ne quitte les lieux. Les autorités locales et fédérales ont ramené Ramzi Ahmed Youssef à New York, mercredi soir, à bord d'un convoi d'autopatrouille. Les autorités pakistanaises ont procédé à son arrestation mardi soir, mettant fin à une chasse à l'homme internationale. Le FBI l'a ramené aux États-Unis dans un avion américain, avant de le placer en détention préventive. Un an plus tard, pendant son procès à New York, Ramzi Youssef refuse les services d'un avocat malgré les objections du juge. Il se défend mieux que prévu, mais est tout de même reconnu coupable de l'attentat à la bombe à bord du vol 434 de Philippine Airlines, ainsi que du complot contre 11 avions américains. Au terme d'un second procès, il est reconnu coupable de l'attentat à la bombe de 93 contre le World Trade Center. Youssef tente de justifier son geste pendant sa plaidoirie. Oui, je suis un terroriste, et j'en suis fier. Je ne soutiens que le terrorisme qui vise le gouvernement américain et Israël. Vous êtes bien plus que les terroristes. Youssef se décrit comme palestinien. Il justifie les attentats à la bombe à bord du vol 434 et contre le World Trade Center en condamnant la politique étrangère des États-Unis qui soutient Israël au détriment de la Palestine. Vous êtes hypocrite. Ramzi Youssef est condamné à une peine d'emprisonnement de 240 ans. Le juge recommande l'isolement cellulaire à perpétuité dans une prison à sécurité maximale des États-Unis, située à Florence, au Colorado. On y trouve les criminels les plus violents et dangereux. Ramzi Youssef y passera le reste de ses jours confiné à sa cellule 23 heures par jour. Un an après l'attentat à la bombe à bord du vol 434, la Federal Aviation Administration recommande l'usage d'un détecteur d'explosifs. Aucune ligne aérienne ne se le procure. C'est seulement suite aux attentats du 11 septembre 2001 qu'une loi exige l'installation de détecteurs d'explosifs dans les aéroports américains. Mais les modèles les plus fiables coûtent cher, sont trop lents et peu d'aéroports les utilisent. Un seul attentat réussi satisfera un terroriste. Notre tâche est d'arrêter chacun d'entre eux.
Aucune autre attaque à la bombe n'est survenue à bord d'un avion depuis l'attentat contre le vol 434. Mais ceux qui ignorent les leçons du passé sont souvent condamnés à la catastrophe. Un navire fait naufrage dans la mer Égée. Les centaines de passagers luttent pour survivre. Confrontés à une mort imminente, certains deviennent des héros. Et d'autres font tout pour protéger leur vie. Keep her away! She'll kill us both! Les enquêteurs retracent l'extraordinaire suite d'événements à l'origine d'un désastre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. We are in an emergency. Voici Athènes, la capitale de la Grèce. Cette grande métropole existe depuis 3000 ans déjà. Elle doit sa position de choix dans l'histoire à sa position privilégiée en Méditerranée. Le Pirée est le quartier portuaire d'Athènes. Ses traversiers font constamment la navette entre la ville et les quelques 250 îles grecques éparpillées dans la mer Égée. C'est ici que l'aventure commence pour les touristes friands de ces îles paradisiaques. It's here somewhere. It has to be. Heidi, today would be good. I'm hurrying. Are you sure you don't got the... Nous sommes un mardi, le 26 septembre 2000. Christine Shannon et Heidi Hart sont deux amies venues en vacances de Seattle. Elles ont acheté des billets de traversier pour se rendre à l'île de Paros, située à environ 166 km au sud-est d'Athènes. Express, Samina? Express sounds good. How long's the ride? Christine a 32 ans et elle enseigne dans un établissement préscolaire. À 26 ans, Heidi vient d'obtenir son diplôme d'études universitaires. Elle veut s'orienter vers la gestion des affaires. Leur journée a mal commencé. Elle voulait visiter l'île de Santorin au sud de Paros. Okay, let's go. We have to hurry. Now I have the tickets. Let's go. On s'était un peu trop amusés à Athènes. On ne s'est pas réveillé à temps et on a raté le bateau qui devait nous emmener. Je n'avais jamais entendu parler de Paros. J'ai même demandé au guide de me la montrer sur une carte. Puis j'ai dit, ça n'a pas d'importance, allons-y. C'est la destination du prochain traversier, je veux me rendre ailleurs. Normalement, on n'aurait pas pris ce bateau. Christine et Heidi font partie des 472 passagers montés à bord du Samina ce jour-là. Avant d'embarquer, elles constatent une chose. Certains des navires du Pirée sont modernes, de construction récente. Mais ce n'est pas le cas du Samina. Le traversier sillonne la Méditerranée depuis 1966. Le Samina voguait déjà avant la naissance des deux vacancières. Il prendra sa retraite dans moins d'1 an, dans le parc à ferraille des navires décrépits. J'ai plaisanté avec Christine au sujet des canots de sauvetage. Je lui ai dit, si le navire coule, on sera dans de beaux draps. J'ai répondu, il n'y a pas d'iceberg dans la mer Égée. On ne risque pas grand-chose. Le Samina peut transporter plus de 1000 passagers, sans compter ses 61 membres d'équipage. Aujourd'hui, le navire est à moitié plein. La néo-zélandaise Katrina Stark et sa cousine Sarah Davis voyagent en Grèce avec leur sac à dos. Tout comme Heidi et Christine, elles partent à l'aventure. On n'avait rien planifié. On voulait juste monter à bord d'un navire prêt à lever l'ancre, quelle que soit sa destination. Celui-là devait se rendre à Paros. À 19h15, au bout de 2 heures de navigation, le soleil se couche.
mais les passagers n'accosteront pas avant 3 longues heures. Les amateurs de sport savent exactement comment passer le temps, en regardant le match de soccer diffusé à la télé en direct. Le club vedette d'Athènes affronte le club de la ville de Hambourg, en Allemagne. La réception n'était pas très bonne et des membres de l'équipage se présentaient à tour de rôle pour essayer de régler le problème. Des passagers suggéraient des moyens de réparer la télé. On aurait dit que tout le monde à bord voulait absolument voir ce match. À 20 heures, le navire dépasse l'île de Kitnos. À cette vitesse, il devrait atteindre Paros vers 22h15, l'heure d'arrivée prévue. Mais le vent se lève et la mer devient houleuse. Ces vents du nord que les Grecs appellent mételmi sont fréquents à cette époque de l'année. Le Samina a bravé des mers bien plus démontées au cours des 30 dernières années. Heidi et Christine sont maintenant seules sur le pont. Elles croient que leurs billets ne leur permettent pas de descendre au salon. J'ai dit, on a des billets de 3e classe, il va falloir rester sur le pont. On va passer une nuit affreuse, mouillée par les vagues et gelée. Je ne savais pas qu'on aurait pu descendre et rejoindre les autres passagers. L'équipage du Samina a l'habitude des traversées de nuit. Les récifs, les rochers et autres obstacles naturels sont clairement indiqués sur leur carte. Certains disposent même de voyantes signalisations. De la baie de Parikia, emplacement du port principal de Paros, on peut voir 2 affleurements rocheux en dents de scie s'élever des flots. Ce sont les portes, situées à environ 5,5 km de la ville. Les portes de Paros sont connues de tous les marins qui parcourent la Méditerranée, car malgré leur air accueillant, elles peuvent être dangereuses. Les rochers s'élèvent à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tous les navires doivent prévoir un espace de dégagement suffisant. La nuit, un voyant lumineux fixé au sommet du plus gros rocher prévient les marins imprudents. En naviguant trop près des portes de Paros, vous courez au désastre. Le Samina atteindra Paros dans 2 heures. Mais il se dirige droit vers la tempête. En dépit du mauvais temps, Christine et Heidi sont encore à découvert. Si j'avais su qu'on pouvait aller n'importe où, à n'importe quel moment, je serais sûrement rentrée. Mais je ne le savais pas. Et en fin de compte, on a eu de la chance parce que du pont, on pouvait voir tout ce qui se passait. Cette nuit inconfortable va pourtant leur être salutaire, car bientôt l'équipage et les passagers du Samina lutteront pour survivre. Le Samina est plus long qu'un terrain de soccer. Il mesure 115 mètres de long par 18 mètres de large. Les passagers sont dispersés dans tout le navire. Heidi et Christine sont encore sur le pont découvert. Katrina et Sarah sont dans le grand salon réservé aux passagers. Le centre nerveux du navire est ici, dans la salle des machines. Elle est située sous la ligne de flottaison, mais protégée par une série de portes étanches. L'équipage doit se déplacer constamment, mais si les hommes prennent soin de verrouiller les portes, le navire ne court aucun risque. Pour atténuer les effets du roulis, le transbordeur dispose d'un système de stabilisation formé de petits ailerons qui se déploient sous l'eau. La traversée est plutôt rude, mais les passagers peuvent se déplacer sans problème. On s'est éloigné d'Athènes et la nuit est tombée. Puis la mer est devenue plus agitée et la tempête s'est levée. Au bout d'un certain temps, on ne pouvait plus marcher normalement. On titubait d'un côté ou de l'autre. Tous les passagers riaient. On trouvait ça drôle à ce moment-là. On se promène très souvent en traversier à Seattle. On n'était pas du tout inquiète, même si la mer était très agitée.
Il est maintenant 22 heures. Le vent souffle à près de 50 km/h et des vagues de 2 mètres déferlent sur le navire. Malgré la tempête, la visibilité est bonne. On voit déjà les lumières de Paros à l'horizon. Le Samina a fait bonne route et il poursuit sa traversée à 33 km/h. Soudain, le navire roule brusquement à gauche. Le bateau a roulé assez violemment pour me réveiller, mais pendant quelques instants, je n'ai pas été très alerte. On n'arrête pas un bateau comme une voiture. Je savais que je n'aurais pas dû ressentir une telle force de gravité pendant qu'on virait. Christine m'a dit « Je vois le rivage, on va bientôt accoster. » Les phares des voitures de Paris-Kia sont clairement visibles à moins de 6 km de distance. Mais une autre lumière transperce l'obscurité. Un gros rocher a surgi de nulle part au beau milieu de la nuit. Je ne l'oublierai jamais. C'était un roc brun, escarpé et un peu sablonneux. Des projecteurs fixés au sommet projetaient de la lumière jusqu'en bas. On aurait dit un plateau de tournage. Un côté du navire a raclé le rocher. On était si près que j'aurais pu étendre le bras pour y toucher. On entendait le métal se déchirer en bas à l'intérieur du navire. L'inconcevable a eu lieu. Le Samina a heurté les portes de Paros. 1 million de kilos de métal frottent la paroi rocheuse. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un bruit plus assourdissant ou plus horrible. On aurait dit que quelqu'un faisait grincer ses ongles sur un tableau noir. La coque s'est éventrée. Je savais que le bateau allait couler très vite. L'onde de choc se répercute dans tout le navire. Soudain, le navire a brutalement roulé à droite. Ceux qui n'étaient pas assis sont tombés par terre. Tout le contenu du bar a été fracassé. En regardant par la fenêtre, j'ai vu le Samina dépasser 2 gros rochers qui avaient l'air tout blancs, vus de l'intérieur du bateau. Le temps ne suit pas un rythme normal dans une situation de ce genre. Mais je crois qu'une ou 2 minutes se sont écoulées avant que le bateau ne s'incline d'un côté tout en piquant du nez. Puis, ça a été le chaos. De nombreux passagers pleuraient, certains priaient, d'autres s'agrippaient l'un à l'autre en criant. Je n'ai entendu aucun dispositif d'alarme, aucun membre d'équipage ne s'est occupé de nous. Christine m'a dit que le Titanic avait mis des heures à couler, mais ce n'était pas une question d'heures. Dans mon esprit, il était clair que le bateau allait couler et qu'on allait tous y rester. Tous les passagers essayaient d'attraper un gilet de sauvetage. Je suis plutôt grande et j'ai pu tendre les bras au-dessus des têtes pour en saisir 2. Aucun des 61 membres d'équipage du Samina ne vient à leur secours. Les passagers sont livrés à eux-mêmes. J'ai hurlé à Christine, j'ai trouvé des gilets de sauvetage. Des passagers nous ont dépassés en courant. Je leur disais, prenez-les, en leur lançant des gilets de sauvetage. Les gens paniquaient. Quelques minutes après la collision, l'éclairage du traversier tombe en panne. Les passagers sont plongés dans les ténèbres jusqu'à ce que les génératrices de secours s'enclenchent. On a lancé la première fusée. Une lueur rougeoyante a illuminé le bateau, aggravant le climat de terreur initial. Perdus au milieu d'une nuit noire, nous étions persuadés que le traversier allait couler.
Le sort de plus de 500 passagers est en jeu et certains d'entre eux sont prêts à tout pour survivre. Le transbordeur de passagers Express Samina a heurté des rochers près de l'île grecque de Paros. Plus de 500 personnes seront bientôt englouties par les flots. Le navire est à moins de 6 km du rivage, mais une violente tempête complique les opérations de sauvetage. Au port, les autorités ont été averties de l'accident. Le vice-commandant de l'autorité portuaire, Dimitrios Malamas, organise rapidement les secours. Il doit utiliser tous les bateaux disponibles. What vessels do we have in the area? Alexis Bisbas est capitaine de yacht à Parikia. L'appel d'un membre de l'autorité portuaire m'a appris la catastrophe vers 22h15. Il m'a demandé de conduire mon yacht sur les lieux le plus rapidement possible pour donner un coup de main. À ce moment-là, personne ne se doutait de l'ampleur du désastre. À bord du Samina, plusieurs des 472 passagers sont littéralement terrifiés. C'était le chaos. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils attendaient les directives du commandant ou d'un membre d'équipage. J'ai vu une femme franchir la porte juste devant nous. En arrivant sur le pont, elle a grimpé par-dessus la rambarde et elle a sauté. Elle n'a pas regardé en arrière, elle n'a rien dit. Elle a grimpé et elle s'est jetée à l'eau. Des gens tenaient leurs enfants au-dessus de la rambarde pour les jeter à ceux qui étaient déjà dans l'eau. C'était une scène terrible. Le vent gêne l'évacuation des passagers. Des gens se sont mis à descendre les canaux de sauvetage gonflables, mais comme ils n'étaient pas attachés au bateau, la tempête nous empêchait d'y monter. Dès qu'ils étaient gonflés, un coup de vent violent les renvoyait pratiquement à Athènes. Les canaux sont très vite soufflés hors de portée des passagers qui nagent dans la mer Égée. Dans la confusion, les gens se bousculent et Heidi Hart reçoit un coup à la tête. Je me disais sans cesse, si tu perds connaissance, tu es foutu. Le bateau va couler. Tu dois rester consciente. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline en même temps qu'un grand sentiment de terreur. Je savais qu'il faudrait lutter pour survivre. Au bout d'un certain temps, j'ai senti que ma volonté cédait la place à l'instinct. Tout le monde se précipitait vers la poupe, l'arrière du bateau. Christine m'a regardée avant de dire « Va à la proue, vers l'avant ». Elle m'a répondu qu'il n'y avait personne là-haut. À ce moment-là, c'était la partie la plus sombre et la plus élevée du bateau. Elle a répété « Il n'y a personne ». Je lui ai dit « Je m'en fous, on y va ». Par chance, on y a trouvé un canot accroché au flanc du traversier. Heidi et Christine ont quitté le navire en perdition, mais elles sont encore à la merci de la tempête. Les gens n'ont pas sauté dans le canot en choisissant leur siège. On sautait vite et on restait à l'endroit où on avait atterri. On était donc tous entassés en désordre dans le canot. Durant la crise, la tension monte et la lutte pour la survie prend une mauvaise tournure. Chaque passager doit choisir sa voie, l'entraide ou la survie à tout prix. Il y avait 5 ou 6 hommes à l'arrière du canot, engagés dans une querelle. Ils se criaient des injures. Pendant que le traversier coulait, ils le désignaient du doigt tout en se disputant. Puis j'ai vu un homme nager vers le canot. Je me suis préparée à l'aider. Je me suis dit, il faut lui lancer une corde. Il ne porte pas de gilet de sauvetage. Ses yeux et son nez étaient les seules parties de son corps qui n'étaient pas submergées. Il nageait avec beaucoup de difficultés. Tous les autres passagers criaient qu'on ne pouvait laisser personne d'autre monter à bord. Heidi s'est penchée pour attraper la main de cet homme et je l'ai saisi par la taille. Elle m'a dit « Je n'ai pas l'intention de le lâcher ». J'ai crié aux autres passagers « Elle ne le lâchera pas ». Je suis une petite femme. Je mesure à peine 1,52 m. Il m'aurait été impossible de le hisser dans le canot sans aide. Les hommes réfugiés dans le canot comprennent enfin qu'Heidi ne va pas lâcher prise et ils l'aident à hisser le rescapé à bord.
Je n'ai pas lu dans leur esprit, mais je crois qu'ils paniquaient. Je n'ai pas le droit de juger les autres, de juger leurs pensées ou leurs agissements, mais... On aurait pu faire bien davantage cette nuit-là. Une partie des 533 personnes montées à bord du Samina sont maintenant dans la mer. D'autres sont encore prisonnières du traversier. Déjà, le navire commence à se retourner. S'il coule, de nombreuses victimes seront précipitées vers le fond. À ce moment-là, nous étions sur le pont en train de nous demander s'il valait mieux sauter par-dessus bord. Mais le bateau s'inclinait de plus en plus et dans quelques minutes, nous n'aurions même plus cette option. Il est 22h50, 40 minutes après la collision fatale. Le navire s'incline de plus en plus et Katrina Stark n'a plus le choix. Elle grimpe par-dessus la rambarde. Le transbordeur est maintenant couché sur le côté. Katrina est assise sur la coque. Devrait-elle tenter de nager vers le rivage ou attendre les secours? Et pendant que je me posais la question, le navire a coulé soudainement en aspirant tout ce qui l'entourait vers le fond, y compris les passagers. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés sous l'eau, mais j'ai eu le temps de me dire « Ok, je vais mourir noyée ». J'ai même eu le temps d'accepter ma mort. À cet endroit, la mer a 38 mètres de profondeur. Tandis que le Samina coule, d'énormes bulles d'air s'échappent de sa coque, réduisant la densité de l'eau et précipitant la chute des objets immergés vers le fond. Katrina Stark disparaît sous plusieurs mètres d'eau, puis la flottabilité de son gilet de sauvetage la propulse vers la surface. Je suis remontée aussi vite que j'avais été aspirée. Elle n'a plus qu'une pensée, retrouver sa cousine Sarah, mais la tempête a éliminé toute visibilité. Les vagues étaient si hautes que j'avais du mal à la localiser. Je nageais dans sa direction, mais quelques instants plus tard, j'avais l'impression qu'elle était de l'autre côté. Finalement, je lui ai crié de trouver un bateau de sauvetage pour rentrer au port, et je lui ai promis qu'on se reverrait sur la terre ferme. Vers 23h15, les premiers blessés arrivent au petit centre médical de Parikia, mais quelque chose cloche. On m'a emmené un homme sur une civière. Il était à demi conscient lorsqu'on lui a donné les premiers soins et sa tension artérielle était très basse. Mais pendant l'intervention de réanimation, je me suis rendu compte qu'il était sec. Il ne s'agissait pas d'un rescapé du Samina. Nous avons continué à appliquer les méthodes de réanimation, mais sans pouvoir le sauver. Des gens m'ont demandé s'il avait été identifié, j'ai répondu non. Même si le patient ne venait pas du Samina, la catastrophe maritime a fait sa première victime. L'homme est le vice-commandant Dimitrios Malamas, le responsable des opérations de sauvetage. Il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Vous comprendrez que dès le début de la crise, même si on ne savait pas encore combien il y aurait de victimes, on a senti que la situation était grave. À l'arrivée des premiers rescapés, Georges Scandalis, un commerçant de Paros, s'empare de sa caméra vidéo et saisit les images sur le vif. Un premier bateau de pêche s'approche du port. De nombreux naufragés y sont entassés. Le capitaine du yacht, Alexis Bisbas, cherche des survivants en compagnie des autres membres de la flottille de secours. En 3 voyages dans la mer déchaînée, il réussit à sauver 25 naufragés. Le plus étrange, c'est la façon dont les gens se comportent dans des situations de ce genre. On a tiré de l'eau un jeune homme qui tenait sa chaîne stéréo portative d'une main tandis qu'il essayait de s'accrocher à mon bateau de l'autre. On a fini par comprendre qu'il n'y arrivait pas à cause du système stéréo qui l'agrippait dans son autre main.
On a aussi sauvé une vieille dame qui avait attaché son sac de bagages à son gilet de sauvetage. Tandis qu'on tentait de la hisser à bord du yacht, on a compris qu'un poids supplémentaire la maintenait dans l'eau. J'ai voulu couper l'attache du sac, mais elle m'a dit que ce n'était pas la peine de la sauver dans ce cas, parce que toute sa vie était dans son sac. Les survivants sont épuisés et frigorifiés. Plusieurs sont en état de choc. À quelques centaines de mètres de là, des dizaines de naufragés flottent encore, tentant désespérément de rester en vie jusqu'à l'arrivée d'un bateau de sauvetage. Katrina Stark et un naufragé inconnu sont accrochés aux mêmes débris du Samina. J'ai été surprise de découvrir que l'eau était chaude. Je m'attendais à ce qu'elle soit froide. Les vagues étaient très hautes. Il fallait s'accrocher solidement aux débris. Une vieille femme grecque se débattait non loin de nous. Elle ne savait pas nager et elle paniquait. Elle nous criait de venir la sauver. Le type qui était avec moi ne voulait pas qu'elle s'approche. Il croyait qu'en s'agrippant à nous, elle nous ferait couler à pic. Son regard était affolé. Elle paniquait visiblement. Et puis, une énorme vague a déferlé sur elle et elle s'est enfoncée sous l'eau. Elle n'est pas remontée à la surface. Elle s'est noyée. D'autres ont plus de chance. Le vent a poussé quelques survivants vers le sud. Par miracle, ils ont évité d'être écrasés contre les rochers et se sont retrouvés sur une plage sablonneuse dans la baie de Sainte-Irène. Un canot de sauvetage s'est échoué au même endroit. Même s'ils sont maintenant en sécurité, ces jeunes enfants n'oublieront pas leur aventure. Plus de 400 survivants ont atteint le port de Paros. Parmi eux, plusieurs ont connu l'horreur d'une immersion prolongée. On les conduit d'urgence au centre médical où le docteur Polyzoïdes a rassemblé une équipe de 15 médecins et infirmiers. Certains travaillent sur l'île, d'autres sont des touristes qui ont proposé leur aide. Entre 23h30 et minuit, les premiers noyés sont arrivés sur des civières. Même si j'ai 35 ans d'expérience comme traumatologue, cette expérience m'a vraiment secoué. C'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. À minuit, après avoir passé une bonne heure dans la mer, Katrina est enfin ramenée sur la terre ferme. Nous sommes les derniers rescapés qu'ils ont pu ramener à bord de leur bateau. En retournant au port, ils se sont arrêtés plusieurs fois pour embarquer d'autres passagers, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient morts et ils ont poursuivi leur route en les laissant derrière. Katrina ne sait même pas si sa cousine a réussi à s'en tirer. Sarah? Katrina? De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse de revoir quelqu'un. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne voulais plus m'en séparer. C'était absolument terrifiant. 5 ans se sont écoulés depuis, mais je fais toujours des cauchemars. Ce souvenir me fait encore pleurer. Ça a été une expérience traumatisante et assez effrayante, mais aussi un moment déterminant dans ma vie, parce que j'ai pu mobiliser toute ma force, toutes mes capacités pour survivre. Je suis contente d'avoir vécu cette expérience. À minuit 30, plus de 2 heures après la collision, les sauveteurs commencent à récupérer les cadavres des noyés.
J'ai vu tous ces corps qui flottaient sur les vagues. 1 heure auparavant, ils respiraient, ils vivaient. Et soudainement, ils sont morts. Ça m'a profondément affligé. Leur souvenir m'a hanté très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à oublier cette nuit. 25 noyades sont déjà confirmées. Les victimes ne cessent d'arriver et le docteur Polyzoïdes est vite submergé par l'ampleur de la tâche. Je ne savais plus où aller. Cet homme pouvait-il encore être sauvé? Devais-je encore m'acharner sur lui ou passer au suivant? C'était une véritable catastrophe. J'avais l'impression que la fin du monde débutait sur notre île. On se croyait dans un film, tellement l'atmosphère était irréelle. À toutes les demi-heures, on nous apportait d'autres corps. À 2h30, 60 cadavres reposent à Paros. Le centre médical est débordé et l'église Saint-Nicolas, située au bord de la mer, s'est transformée en morgue. Toute la nuit, les équipes de sauvetage continuent à chercher des morts et des survivants. Bientôt, les autorités devront commencer leur enquête pour découvrir les causes du naufrage et les raisons d'un décompte des morts aussi élevé. Le transbordeur de passagers Express Samina a sombré dans la mer Égée pendant une violente tempête. La mort de 60 victimes est déjà confirmée et plusieurs naufragés ont besoin de traitements médicaux. À la levée du jour, les ravages de la tempête deviennent apparents. Un canot de sauvetage a été fracassé contre les rochers. Des canots gonflables ont été soufflés vers la rive sans aucun passager. Sur le bord de l'eau, des listes sur un babillard dévoilent le nom des survivants et de ceux qui sont portés disparus. Des cadavres seront rejetés sur la plage durant plusieurs jours encore. L'île de Paros ne contient pas suffisamment de cercueils. On en fait venir de l'extérieur. Même les spécialistes les plus expérimentés sont ébranlés par le drame. J'ai été tellement secoué que je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. La 3e nuit, je me suis endormi, mais j'ai rêvé que mon fils se noyait. Très vite, le chagrin cède la place à la colère. Où étaient les membres d'équipage lorsque le bateau a heurté les rochers? Où étaient-ils pendant que les passagers avaient besoin d'aide? Les rumeurs se propagent à une vitesse folle par l'entremise des médias. Les pilotes regardaient-ils le match de soccer à la télé au lieu de diriger le bateau? Le commandant Vassilis Yanakis, âgé de 53 ans, est convoqué au poste de police pour un interrogatoire. Sur l'île de Paros, les funérailles débutent. Voici le cercueil d'un enfant de 4 ans noyé avec son père. Des plongeurs découvrent 10 cadavres emprisonnés dans la coque du Samina. 2 semaines après le naufrage, on découvre le dernier corps flottant vers le nord à 50 km de Paros. En tout, 80 personnes sont mortes, 75 passagers et 5 membres d'équipage. C'est le pire désastre maritime de la Grèce en plus de 30 ans, une véritable tragédie nationale. Au lendemain du drame, les projecteurs se braquent sur Pantelis Sphinias, le vice-président de la société propriétaire du Samina. Il risque d'encourir des accusations criminelles et d'être condamné à payer plusieurs millions de dollars de dédommagement. 2 mois après le naufrage, les policiers encerclent le corps d'un homme étendu sur le trottoir, en face des bureaux d'une société d'Athènes. Pantelis Sphinias a sauté de sa fenêtre du 6e étage. Il s'est suicidé. Les experts maritimes de l'Université technique nationale d'Athènes commencent leur enquête. Les témoignages détaillés de 192 passagers et 46 membres d'équipage sont soigneusement recueillis. Les autorités grecques ont chargé l'université de faire toute la lumière sur le naufrage du Samina. Le professeur David Molineux du Centre national de recherche Canada est un expert mondial en sécurité des traversiers. Après avoir étudié les découvertes des enquêteurs grecs, il a formulé une conclusion étonnante. L'enquête a révélé certains faits qui questionnaient l'impact de l'âge du bateau qui avait d'abord été mis en cause. En fait, l'usure n'avait rien à voir avec l'accident.
Les témoignages ont révélé une série de facteurs en apparence anodins, mais dont l'accumulation a transformé une simple traversée maritime en catastrophe nationale. Au bout de 3 heures de navigation, l'équipage a enclenché le pilote automatique. Le pilote automatique est un lien électronique entre le compas et le gouvernail. Il ajuste légèrement le gouvernail pour corriger la position du navire. Même sous la direction de l'autopilote, un membre d'équipage doit surveiller la position du navire en tout temps. Il est déconseillé de laisser un bateau sur le pilote automatique, particulièrement par mauvais temps. Le vent, les vagues et le courant poussent constamment le bateau vers une direction et les composants électroniques du pilote automatique ne peuvent neutraliser cette dérive systématique. Tandis que la tempête se déchaîne, l'équipage déploie le dispositif stabilisateur du Samina afin d'améliorer le confort des passagers. Le dispositif utilise 2 petits ailerons de stabilisation pour contrebalancer le roulis du navire. Mais l'impensable se produit. Seul l'aileron de tribord s'est déployé. C'est extrêmement rare. Normalement, les 2 ailerons fonctionnent de concert. Avec un seul stabilisateur, un navire perd sa symétrie et le courant environnant est déséquilibré. Par conséquent, le navire dérivera toujours d'un côté plutôt que de suivre une ligne droite. Sans son stabilisateur de tribord, le Samina est impitoyablement tiré vers la droite. Cette anomalie lui sera fatale. Les commandants s'efforcent généralement de passer à un minimum de 740 mètres à gauche des portes de Paros. Mais le Samina suit une trajectoire de collision. Un membre d'équipage tente désespérément de gouverner le navire vers la gauche. Mais la manœuvre n'est pas assez rapide. Malgré sa coque endommagée, le navire n'aurait pas dû couler. Les dommages étaient dans les limites de ce qu'un bâtiment de ce genre peut normalement supporter. À 22h12, le navire heurte la face est du rocher le plus élevé. Une déchirure de 6 mètres fend la coque. Elle est aussi longue qu'un poteau de téléphone et mesure 1 mètre de large. Mais elle est bien au-dessus de la ligne de flottaison. Le Samina ne devrait même pas prendre l'eau. Quelques instants plus tard, le navire subit un 2e impact. L'aileron de stabilisation se plie vers l'arrière et perce le flanc du Samina comme un poignard. Cette nouvelle déchirure de 3 mètres est sous la ligne de flottaison. Mais le pire, c'est qu'elle a fendu la paroi de la salle des machines. Les générateurs tombent en panne et l'alimentation électrique est coupée. L'équipe d'enquête demande aux plongeurs d'examiner l'épave du Samina en détail. Lorsqu'ils se glissent à l'intérieur, ils découvrent la dernière pièce du casse-tête. Malgré ces 2 longues déchirures, le traversier aurait pu tenir la mer s'il n'avait pas subi les contre-coups d'une dernière erreur. Le transbordeur de passagers Express Samina a heurté des rochers près de l'île grecque de Paros. La coque fendue de 2 trous béants, il chavire et coule à une profondeur de 38 mètres. Les plongeurs chargés d'examiner l'épave font une découverte stupéfiante. Comme tous les gros navires de haute mer, le Samina est divisé en compartiments scellés par des portes étanches comme celle-ci. Les règles de sécurité exigent qu'elles soient verrouillées pendant les traversées. Mais durant le dernier voyage du Samina, plusieurs portes sont restées ouvertes. Imaginez-vous qu'après avoir franchi le seuil de la porte de votre propre cuisine, vous êtes contraint de la fermer, de la verrouiller, puis d'ouvrir la porte du salon, de la fermer, de la verrouiller, et ainsi de suite. Ces gestes répétitifs ralentissent singulièrement la vie quotidienne. Au bout d'un certain temps, vous les laisserez parfois ouvertes. Parce que les portes sont ouvertes, l'eau n'est pas retenue dans la salle des machines. Et parce que l'alimentation électrique est coupée, l'équipage ne peut pas les fermer à distance. Les enquêteurs rappellent 29 membres d'équipage pour un second interrogatoire.
Leur témoignage livre une description détaillée des derniers moments du Samina. À partir de ces données, l'équipe crée un modèle informatique. À 22h15, 3 minutes après la collision, le transbordeur a une légère inclinaison de 5 degrés à droite, mais l'eau s'engouffre rapidement par la brèche de la salle des machines. À 22h25, l'inclinaison est de 14 degrés. La déchirure de 6 mètres faite au-dessus de la ligne de flottaison est maintenant à portée de la mer déchaînée. C'est à ce moment précis que se scelle le destin du Samina et de 80 de ses occupants. Les dommages sont trop importants pour que le navire reste à flot. Le Samina était un transbordeur roulier ou un navire à chargement horizontal. Voici un navire roulier moderne. Les véhicules entrent par la porte arrière en marche arrière, puis repartent normalement une fois arrivés à destination. C'est un modèle rentable, mais doté d'une faille potentiellement dangereuse. Les pires catastrophes maritimes des dernières décennies impliquaient des navires d'une construction similaire. En 87, le Herald of Free Enterprise a coulé au large de Zeebrugge, en Belgique. 193 personnes ont perdu la vie. 850 autres victimes sont mortes lorsque le transbordeur roulier Estonia s'est englouti dans la mer Baltique en 1994. Contrairement au pont inférieur des navires de croisière et des cargos qui sont divisés en compartiments, le pont-garage d'un roulier s'étend sur toute la longueur du bateau. Il est donc sujet à l'envahissement rapide. Comparez la submersion d'un carton d'œuf à celle d'une boîte à souliers. La boîte se remplirait très vite, tandis que les compartiments du carton d'œuf se rempliraient un par un et continueraient de flotter longtemps après le tragique naufrage de la boîte. Aménagés au ras de la ligne de flottaison, ces grands espaces ouverts sont extrêmement vulnérables. Le pont-garage de transbordeur roulier est très bas, ce qui facilite l'entrée et la sortie des véhicules. Par conséquent, les armateurs comptent surtout sur les compartiments étanches pour garder le navire à flot. À 22h29, l'inclinaison du Samina est de 23 degrés. Cette inclinaison empêche le lancement d'autres canaux de sauvetage. Seulement 4 des 8 canaux ont pu être mis à la mer. 3 minutes plus tard, à 22h32, l'inclinaison est de 33 degrés. Vers 22h50, le traversier se couche sur le côté. Nous savons à quelle heure le Samina a coulé parce que l'horloge du pont s'est arrêtée à 23h02. Enfin, les plongeurs nageant dans l'épave font leur découverte la plus significative. Des 11 portes étanches du traversier, 9 sont restées ouvertes. La première cause de cette catastrophe, c'est l'ouverture des portes étanches. Le navire a été rapidement envahi. Il a perdu toute sa réserve de flottabilité et il a fini par couler. Si les portes étanches avaient été verrouillées, malgré la faute nautique qui a conduit le Samina tout droit sur les rochers, malgré la déchirure de la paroi de la salle des machines, le navire aurait sans doute pu rester à flot. Le procès du commandant Vassilis Yiannakis et de 7 membres d'équipage s'ouvre au mois de mai 2005, plus de 4 ans après la catastrophe. Le naufrage du Samina a provoqué le renforcement des mesures de sécurité. Le gouvernement grec a réduit la durée de service des transbordeurs de passagers de 35 à 30 ans. De plus, le drame a accéléré l'introduction des appareils VDR, l'équivalent des boîtes noires des avions, et sont maintenant obligatoires à bord de tous les transbordeurs de passagers. C'est un des rares aspects positifs du naufrage. Katrina Stark est revenue à Paros pour la première fois depuis l'accident. L'émotion l'envahit progressivement. Ça a été une expérience traumatisante, mais je crois qu'elle a forgé ma personnalité. Je ne serais pas la femme que je suis devenue sans ce naufrage. Parce qu'elles ont aidé à sauver des vies cette nuit-là, la Société américaine de la Croix-Rouge a offert des médailles à Christine Shannon et Heidi Hart. Je connais mieux ma force maintenant. Je peux vivre librement puisque je me suis affranchie des limites imposées par la peur de l'inconnu, parce que la vie, c'est l'inconnu. Même pour ces héroïnes, il est difficile d'évoquer le passé. Christine et moi, on se dit toujours, on a eu de la chance. On était au bon endroit au bon moment.
À mon avis, c'est la seule différence entre nous et tous ceux qui n'ont pas survécu. Ça me brise le cœur.